Ethan se figea, une main suspendue au-dessus du téléphone qui vibrait contre le banc de marbre froid, juste à l'extérieur du hall de la Sterling Tech Tower. Mais cette voix n'était pas réelle. Elle vivait désormais dans sa tête, l'écho silencieux de la survie qui venait d'années passées à apprendre quand parler et quand disparaître. Pourtant, le téléphone continuait de vibrer. L'identifiant de l'appelant indiquait « Kadzi ». Il hésita. Le téléphone de la PDG, oublié dans sa précipitation pour rejoindre le chauffeur. Il ne savait pas qui était ce Kadzi. Il pouvait s'agir d'un membre de la famille, d'un assistant ou d'un contact professionnel. Il ne voulait pas s'immiscer. Il voulait simplement éviter qu'une personne importante pense que son appel avait été ignoré. Il appuya sur « Accepter » et, en un instant, un torrent de syllabes aiguës et roulantes frappa son oreille. Une voix masculine chargée d'émotion, le genre de voix qui porte des siècles dans chaque mot, le géorgien. Ce n'était pas seulement une langue, c'était un rythme, une mélodie, une température. Et Ethan, qui avait autrefois passé des années à étudier les dialectes en voie de disparition du Caucase, le reconnut avant même que son cerveau ne puisse le traduire. Il n'entendait pas des mots, il entendait de la douleur, sans interprète, sans filtre, juste une fierté offensée revêtue d'honneur. Quelque chose en Ethan réveilla cet instinct dormant, presque oublié, qui autrefois remplissait ses cours d'étudiant qui ne voulait pas seulement apprendre les langues, mais les ressentir. Il ferma les yeux. Puis, il répondit doucement dans un géorgien parfait. « Gagi kibit er is zalian soudi. » Pardonnez-moi, il s'agit d'un terrible malentendu. L'autre bout du fil resta silencieux. La respiration de l'homme était audible, lourde, sceptique. « Vous n'êtes pas celui que j'attendais. » Ethan stabilisa son ton, laissant chaque syllabe tomber comme de l'eau calme. « Je ne suis pas de la société, mais je comprends ce que vous dites. Et si vous me le permettez, je peux vous expliquer. » Le rythme entre eux changea, la tension laissant place à la curiosité. L'homme qu'Ethan ne connaissait pas encore, M. Kadzi, commença à déverser ses mots comme le tonnerre. Sterling Tech, dit-il, avait violé tous les rituels commerciaux géorgiens, envoyant des contrats avant les présentations, omettant les toasts traditionnels, omettant d'inclure une bénédiction d'intention. « Ce n'est pas du commerce, dit-il, c'est de l'arrogance cachée derrière des feuilles de calcul. » Ethan écouta sans interrompre. Il ne se précipita pas pour traduire, pour corriger, pour justifier. Il écouta simplement, comme s'il pouvait entendre la dignité de cet homme transparaître dans chaque voyelle. Puis il prit doucement la parole. À un moment donné, Ethan dit « Vos coutumes ont été traduites, mais pas votre cœur. » Il y eut un silence, plus long cette fois-ci. La voix de Kadzi s'adoucit, devenant basse et prudente. « Je n'ai pas besoin d'une grammaire irréprochable. J'ai besoin de me sentir compris. » Ethan sourit faiblement. « Alors permettez-moi, monsieur, de dire ceci au nom de ceux qui ont oublié de le faire. Ce n'était pas du manque de respect, c'était de l'ignorance, mais l'ignorance peut être guérie si elle est accueillie avec grâce. » Silence, puis un son qu'Ethan aurait reconnu n'importe où, l'expiration profonde et fragile de quelqu'un dont la colère venait de se transformer en réflexion. « D'où je viens ?» continua Ethan. « Ma femme enseignait la poésie géorgienne à des étudiants internationaux. Elle disait « Les affaires ne se résument jamais à des contrats. Elles concernent le vin versé avant les papiers, l'ordre dans lequel vous nommez vos aînés, la pause avant une bénédiction. C'est le rythme du respect. » Il hésita, puis ajouta doucement « Aujourd'hui, quelqu'un a oublié ce rythme, mais pas moi. » Puis, instinctivement, comme un pianiste qui retrouve une note oubliée, il prononça une phrase pour la mémoire, le dernier vers que sa femme avait écrit dans son carnet. « Chen Argakov, Mulissa. On ne vous entend peut-être pas, mais on vous sent toujours. » Une longue pause, puis une voix calme et sincère se fit entendre. Ukaladzi dit « Vous n'êtes pas un traducteur. » Ethan déglutit en attendant. « Vous, continua l'homme, êtes un pont. » L'appel prit fin, et tout à coup, le monde réel revint en force. Le bourdonnement des ascenseurs, l'écho des chaussures sur le marbre, le bourdonnement stérile d'un hall qui n'avait jamais remarqué des hommes comme lui jusqu'à présent. Il entendit le rythme sec des talons, rapide, assuré, furieux. Il leva les yeux. Isa Sterling, la femme dont le nom était gravé sur les portes vitrées de l'entreprise. Son expression contrôlait sa fureur dans un tailleur de créateurs. Elle dit froidement « Que faites-vous avec mon téléphone ?» Ethan se redressa, le tenant à deux mains. « J'ai reçu un appel. J'ai pensé que quelqu'un l'avait perdu. Ce n'était pas à vous de répondre. »« Non !» dit-il doucement. En effet, ses yeux se plissèrent, glacés. « Avez-vous la moindre idée de qui c'était ?» Il resta silencieux. « Kadzi » lança-t-elle. « Le directeur du groupe énergétique géorgien avec lequel nous négocions depuis 6 mois. »
Un mot de travers et l'accord tombe à l'eau. Et vous? Sa main fendit l'air. Un concierge qui a décidé de jouer les diplomates. Je n'ai pas fait ça. Je me fiche de ce que tu n'as pas fait. Sa voix se brisa comme de la glace sur du verre. Tu n'as aucune idée de ce que tu nous as peut-être coûté. Ethan attendit que ces mots s'évanouissent dans leur propre écho. Puis, calmement, il ne semblait pas contrarié quand j'ai raccroché. Cela l'arrêta, juste un instant. Puis elle lui arracha le téléphone des mains et se détourna, son manteau fendant l'air alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Tout en précision, sans pause. Elle n'a pas vu son visage, le calme sous l'humilité ou la tristesse tranquille dans ses yeux qui disaient qu'il avait déjà vu ce genre de colère. Mais quelqu'un d'autre l'a vu. De l'autre côté de la paroi vitrée du hall, une petite fille avec un sac à dos rouge attendait, ses petits doigts serrant une boîte à lunch violette. Son regard ne suivait pas le PDG. Il suivait son père, le concierge, qui venait de parler comme un poète oublié du monde. À l'étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un rythme différent. La voix sèche de l'assistante Dua crépitait dans l'interphone. « Madame Sterling, message urgent de l'équipe de Monsieur Kadzi. » Elle appuya sur « Play ». La voix de Kadzi emplit la pièce, profonde, posée et désormais chaleureuse. « Dites à votre PDG. » Il a dit « Je poursuivrai la conversation, mais uniquement avec l'homme à qui je viens de parler. Son géorgien était parfait, tout comme son cœur. » La main d'Isa tremblait autour du téléphone. Pour la première fois depuis des mois, la femme qui avait bâti un empire grâce à sa logique resta sans voix. Les concierges de cet immeuble s'occupent-ils habituellement de diplomatie à coût de milliards de dollars? Isa Sterling ne cria pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix trancha le silence de la salle de conférence comme du givre sur une vitre. Ethan se tenait de l'autre côté de la longue table polie, son uniforme bleu de concierge détonnant comiquement parmi les fauteuils en cuir sombre et les accents d'acier du dernier étage de Sterling Tech. Il ne dit rien, se contentant de croiser son regard, calme comme toujours. « Je t'ai posé une question », continua-t-elle, les bras croisés comme une armure. « Ou penses-tu que rester silencieux te rend plus sage ?»« Je pense », répondit Ethan doucement. « Certaines choses sont plus claires dans le silence que dans le bruit. » Cela la fit taire. Non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce que la réponse venait sans défensive, sans crainte. Il se tenait là comme s'il était à sa place, comme s'il avait déjà été dans des salles comme celle-ci, car une fois qu'il eut fait quelques pas, ses talons résonnaient. « Comprenez-vous seulement ce que vous avez fait en bas ?» Ethan acquiesça. « J'ai écouté. » Elle le fixa du regard. « Je ne représentais pas votre entreprise, » ajouta-t-il. « Je représentais la seule chose que personne d'autre ne respectait. » Ses lèvres se serrèrent. Le pire, ce n'était pas qu'il l'ait dit. C'était qu'elle ne pouvait pas trouver de faille dans ses propos. « Et vous parlez géorgien ?» dit-elle après une pause. Ethan haussa légèrement les épaules. « Entre autres, quelques-unes, admit-il. 6 couramment, près de 15 à un niveau conversationnel. Mais le géorgien était la langue préférée de ma femme. » Isa cligna des yeux. Elle ne savait pas quelle réponse elle attendait, mais ce n'était pas celle-là. « Et tu t'es mise à nettoyer les sols et à réciter des proverbes anciens entre 2 seaux. » Ethan esquissa un léger sourire. Ce ne serait pas la première fois. Elle détestait qu'une partie d'elle ait envie de rire. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés, regardant la silhouette grise de Manhattan se fondre dans le brouillard matinal. Lorsque Collie rappela, elle dit « Ina, ben ça, il n'a pas demandé à me parler. Il a demandé à te parler. » Ethan ne dit rien. Elle déglutit, détestant la façon dont les mots restaient coincés dans sa gorge. Il a dit « Ton géorgien était parfait, tout comme ton cœur. » Pendant un instant, elle s'attendit à le voir rayonner de fierté, ou au moins sourire. Mais Ethan ne broncha pas. Il dit simplement, d'une voix douce, « Alors peut-être qu'il s'est senti écouté. » La phrase resta suspendue, simple et dévastatrice, car Isa Sterling ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie écoutée. Vraiment écoutée, sans explication, sans arrière-pensée, sans performance. Elle se retourna. « Nous avons un appel avec l'équipe de Kadzi dans 15 minutes. Tu seras présente. » Ethan haussa un sourcil. « Je ne fais pas partie de ton équipe. Tu en fais partie maintenant. Je suis concierge. » Elle s'approcha. « Tu es la seule raison pour laquelle cet accord n'est pas mort. Je me fiche de ton titre actuel. Tu es la seule personne en qui il a confiance. » Il l'observa un instant. Puis, il acquiesça. 15 minutes plus tard, l'énorme écran de la salle de conférence s'illumina et afficha le logo de Kadzi Energy Group. Ethan se tenait à l'écart, debout, sans être assis ni aux commandes, mais indéniablement présent. Le reste de l'équipe du projet Sterling Tech était déjà réunie.
3 cadres en costume sur mesure, une traductrice junior qui semblait sur le point de vomir, et Isa Sterling au centre, telle une force gravitationnelle. L'écran clignota. Puis Kadzi apparut, flanqué de 2 assistants, le visage impassible. « Monsieur Kadzi », commença Isa. « Merci pour… »« Je vais parler », l'interrompit-il, à l'homme à qui j'ai parlé tout à l'heure. La traductrice se figea. Isa jeta un coup d'œil sur le côté. « Ethan ». Ethan s'avança, calme, assuré, comme s'il faisait cela depuis des années. Il parla en géorgien lentement et avec fluidité, d'une voix chaleureuse mais respectueuse. Il remercia Kadzi d'avoir répondu à son appel. Il a reconnu l'erreur des documents précédents à présenter des excuses culturelles, en utilisant des phrases si spécifiques, si précises, que les assistants géorgiens à l'écran ont semblé visiblement surpris. Puis il a fait une pause et a dit quelque chose qu'Elida n'a pas compris, mais elle l'a ressenti parce que Kadzi s'est penché en arrière, a hoché lentement la tête, puis a souri. La réunion a repris. Et ce n'était pas seulement de la traduction, c'était de la musique. Ethan ne se contentait pas de transmettre des mots. Il transmettait le sens, le sous-entendu, les nuances, le non-dit. À un moment donné, il a ri doucement lorsque Kadzi a fait une blague sur le fait que les Américains négocient comme s'ils commandaient un fast-food. Il s'est excusé au nom d'Isa Sterling, non pas pour flatter, mais pour humaniser. Et lorsque la réunion s'est terminée, Kadzi ne s'est pas adressé à Isa Sterling ni à l'équipe. Il a regardé Ethan droit dans les yeux et lui a dit en géorgien « Vous me rappelez mon grand-père. Il parlait 5 langues, mais son plus grand talent était de faire oublier aux gens quelle langue ils utilisaient. Puis l'écran est devenu noir. La pièce était silencieuse. Isa a expiré lentement, puis s'est tournée vers Ethan. « Je ne sais pas ce que vous avez dit dans cette dernière phrase. J'ai dit que nous écouterions plus que nous ne parlerions. » Elle a hoché la tête une fois, non pas en signe d'approbation, mais de compréhension. « J'ai besoin de vous à plein temps. » Ethan cligna des yeux. « J'ai un travail. Nous réaffecterons quelqu'un d'autre. J'aime mon travail actuel. » Isa cligna des yeux. « Vous êtes sérieux? Quelqu'un doit nettoyer après le passage des responsables, » dit-il, à moitié sur le ton de la plaisanterie. Un silence s'installa. « Ce n'est pas gênant, c'est juste la réalité. » Puis elle demanda prudemment. « Pourquoi es-tu ici, dans ce bâtiment, avec cet uniforme, alors que tu parles 15 langues et que tu cites de la poésie géorgienne ?» Ethan n'hésita pas. « Ma femme est tombée malade, puis elle est décédée. Sophie avait 5 ans. J'ai quitté l'université parce qu'elle avait plus besoin de moi que mon poste. » L'expression d'Isa s'adoucit, légèrement mais suffisamment. « Je n'ai jamais cessé d'aimer les langues, » ajouta Ethan. « Mais j'ai appris que les aspects les plus importants ne s'apprennent pas dans les amphithéâtres. » Elle ne dit rien. Puis elle prit un exemplaire du dossier culturel du projet, celui que son équipe stratégique n'avait pas réussi à terminer, et le fit glisser vers lui. « Demain à 10 h, nous préparons la phase 2. » Ethan prit le dossier, l'ouvrit, puis fouilla dans sa poche et en sortit un petit carnet usé. Ses bords en cuir étaient assouplis par le temps. À l'intérieur, des notes manuscrites s'opposaient à des observations. Les marges étaient griffonnées d'une demi-douzaine d'écritures différentes. Il ouvrit une page. Dans le coin, une ligne écrite à l'encre délavée, la calligraphie de sa femme. Elle l'avait écrite après le premier mot de Sophie. Le langage ne consiste pas à être entendu. Il s'agit de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente moins seul. Isa Sterling a vu l'écriture. Elle n'a pas posé de questions, mais elle a regardé Ethan comme si elle voyait pour la première fois une personne, et non un poste. Et quelque part au fond de son armure, quelque chose a changé, juste un peu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le silence. Pas un silence vide, mais un silence chargé. Le genre de silence qui habite le verre poli et l'acier respirant dans les pièces où les réputations se construisent et se détruisent en quelques minutes. Ethan est sorti, toujours vêtu de son uniforme de concierge, non pas parce qu'il avait oublié de se changer, mais parce qu'il avait choisi de ne pas le faire. Si elle voulait un spectacle, elle avait choisi le mauvais homme. Il est entré dans la salle du conseil d'administration. Au bout de la table, Isa Sterling était assise comme une reine derrière son bureau de guerre, calme, glaciale, flanquée de son directeur juridique, de son vice-président chargé de la stratégie et de Thomas, son assistant, qui semblait incapable de croiser le regard d'Ethan. La pièce sentait l'espresso et la tension. Ethan ne prit pas la parole en premier. Il ne le faisait jamais. Isa leva les yeux, croisant les mains. « Monsieur Walker, Madame Sterling, vous comprenez que ce n'est pas conventionnel. » Il acquiesça légèrement. L'appel qui a déclenché tout cela ne l'était pas non plus. Quelques sourires narquois s'éteignirent à mi-chemin de la table de la salle de réunion. Isa l'étudia longuement.
Nous entrons dans la phase la plus délicate de cette négociation. Kadzi a insisté explicitement pour que toutes les questions culturelles et de communication passent par vous. « Je suis au courant. Savez-vous également, dit-elle d'un ton plus vif, que notre conseil d'administration s'inquiète de l'image que cela renvoie, du fait de s'en remettre à quelqu'un qui n'a pas de certification diplomatique ou linguistique officielle, quelqu'un qui, il y a encore 48 heures, nettoyait ces mêmes sols ?» Ethan ne cilla pas. Les mots ne demandent pas de référence avant d'entrer dans une pièce. Ils veulent juste que quelqu'un les écoute. Cela la toucha plus qu'elle ne le laissa paraître. Elle insista néanmoins. « Vous n'avez pas de formation en diplomatie d'entreprise. »« Non, » répondit Ethan, « mais j'ai une formation en relations humaines, et les gens sont plus difficiles à décoder. » Il ne le dit pas avec fierté. Il le dit comme un fait. Cela ne fit qu'empirer les choses. Thomas s'éclaircit la gorge avec embarras. « Madame Sterling, le bureau de Monsieur Cole vient de confirmer. La prochaine réunion Zoom commence dans 10 minutes. Ils s'attendent à ce que Monsieur Walker la dirige. » Silence. Isa se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « Nous y voilà. » Ethan pencha légèrement la tête. « Voulez-vous que je m'en aille ?» Elle hésita. Elle aurait dû dire « oui ». Cela aurait été plus facile, mais au lieu de cela, elle répondit « non. Je veux que vous me montriez pourquoi j'ai failli licencier l'homme le plus important de ce bâtiment. » La deuxième réunion Zoom commença comme la première, dans un cadre formel, mais avec quelque chose de nouveau, une certaine familiarité. Kadzi salua Ethan en géorgien avec une chaleur qui frôlait l'affection. Il lui demanda quel temps il faisait à New York et lui parla de sa fille, dont il avait entendu parler par hasard. Ethan répondit avec élégance et humilité. Puis vinrent les points stratégiques. Ethan traduisit chaque phrase, non pas mécaniquement, mais musicalement. Il ajusta le ton, la hiérarchie, les métaphores culturelles. Il adoucit les déclarations dures. Il ajouta du poids là où la franchise américaine aurait pu passer pour de l'arrogance. Il fit en sorte que les propositions d'Isa Sterling ressemblent à des invitations et non à des ultimatums. À un moment donné, Kadzi fit une pause et dit quelque chose qui n'était pas destiné à être traduit par Ethan. Il le dit doucement, presque à lui-même. « Votre peuple ne comprend pas à quel point il est rare. » Mais Ethan l'entendit quand même, tout comme Isa Sterling. L'appel se termina sur une avancée, une véritable avancée. Lorsque l'écran devint noir, personne ne parla. Puis EA se tourna vers son équipe. « Laissez-nous. » La pièce se vida. Elle se leva, marcha jusqu'au bord de la table de conférence où Ethan restait assis, calme, serein. « Vous n'avez pas seulement sauvé l'accord, dit-elle. Vous l'avez changé. » Ethan leva les yeux. « Je n'ai pas changé l'accord. Je leur ai rappelé à qui il s'adressait. » Elle plissa les yeux. « Et à qui s'adresse-t-il, Ethan ?» Il hésita, non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'elle semblait enfin vouloir savoir. Un homme qui croyait autrefois que le langage pouvait tout arranger, que si vous parliez suffisamment bien la langue de quelqu'un, vous pouviez ouvrir son cœur. C'est toujours ce que vous croyez ? Non, répondit-il doucement. Maintenant, je crois que ce n'est pas la langue qui ouvre le cœur des gens, c'est l'écoute. Elle le fixa longuement. Où as-tu appris à parler ainsi ? Des années à parler à des gens qui ne voulaient pas m'entendre. Elle faillit sourire. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la fenêtre. Tu as dit que ta femme enseignait la poésie. C'est vrai, dit-il, jusqu'à ce que le cancer arrive. Pause. Depuis combien de temps ? 3 ans ? Presque jour pour jour. Nouvelle pause. Puis, doucement, Ia demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné enseigner ?» Ethan ouvrit son cahier, tourna une page et la lui tendit. Elle la prit délicatement. Un petit poème écrit d'une élégante écriture féminine, avec sa traduction en anglais à côté. « Quand les mots manquent, assieds-toi à côté de moi, laisse le silence parler. Le cœur reconnaîtra son propre langage, dit-il doucement. Elle a écrit cela lors de sa dernière nuit. Je n'ai pas repris l'enseignement parce que j'ai réalisé que ce que j'aimais, ce n'était pas la salle de classe, c'était le lien, et tu l'as trouvé dans un balai et un seau. » Il sourit. « Je l'ai trouvé chez des gens qui ne s'attendaient pas à être vus. » Isa déglutit. Sa voix était plus ferme que ses mains. « Je veux officialiser ton rôle, directeur de la communication culturelle. » Il cligna des yeux. « Ce n'est pas un vrai poste, ça l'est maintenant. Je n'ai pas demandé de promotion. Vous n'aviez pas besoin de le faire, dit-elle. Certaines personnes auditionnent, d'autres arrivent. Ils se regardèrent non pas comme un PDG et une femme de ménage, mais comme 2 personnes qui avaient passé trop de temps à se cacher derrière ce qu'elles faisaient plutôt que derrière qui elles étaient. « Vous m'offrez un titre ?» demanda Ethan. « Ou une place à la table ?» Isa ne perdit pas une seconde. « Je vous offre une voix. »
Il se leva lentement, lui prenant doucement le cahier des mains, puis il dit « J'en ai déjà une. J'avais juste besoin que quelqu'un arrête de parler assez longtemps pour l'entendre. » Elle le fixa du regard, et pour une fois, Isa Sterling n'eut rien à répondre. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ethan entrait dans l'ascenseur, Thomas le rattrapa. « Monsieur Walker. » Ethan se retourna. Thomas hésita, puis lui tendit la main. « Je voulais juste vous dire que j'ai étudié le français pendant 3 ans. Je n'ai jamais dépassé le stade de commander un café. » Ethan sourit. « C'est un début. Je n'ai jamais vu personne rendre Madame Sterling sans voix. Pas une seule fois. Vous l'avez fait 2 fois cette semaine. » Ethan baissa les yeux vers les boutons de l'ascenseur, puis regarda à nouveau Thomas. « La langue, dit-il, ce n'est pas une question de fluidité. C'est une question de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente moins seul. » Sur ces mots, les portes de l'ascenseur se refermèrent. Ils lui donnèrent un badge. Il n'avait rien d'extraordinaire, juste un rectangle en plastique avec son nom en gras et un nouveau titre en dessous. Ethan Walker, directeur de la communication culturelle. Il l'avait même orthographié correctement. Mais alors qu'Ethan l'accrochait à son uniforme de concierge, toujours le même qu'hier, il ne put s'empêcher de rire sous cape. « J'ai eu des titres plus impressionnants », murmura-t-il, mais aucun n'était aussi ironique. Il se regarda dans le miroir des toilettes vides du 32e étage. La même chemise de travail bleu kaki, les mêmes mains calleuses. Mais derrière ses yeux, quelque chose avait changé. Pas son ego, ni son ambition, mais sa présence. Il était sorti de l'ombre, et cela mettait certaines personnes très mal à l'aise. « Attendez, vous me dites que ce type participe désormais aux réunions de direction ?» Riley Marks, directeur des opérations, ne prit pas la peine de baisser la voix en passant devant la machine à expresso. Son sarcasme était assez tranchant pour couper du granit. Il n'est même pas certifié. Nous avons des documents juridiques qui passent par un concierge à la voix douce et féru de poésie. De l'autre côté de la salle de pause, 3 managers ont ri poliment, mais personne n'a défendu Ethan. Personne ne l'avait jamais fait. Jusqu'à ce que Thomas, l'assistant discret à l'énergie nerveuse, prenne la parole. « Vous n'étiez pas dans la pièce avec Kadzi », a-t-il dit d'un ton calme. Ethan n'a pas seulement traduit, il a désamorcé une bombe d'un murmure. Riley a ricané. « Nous n'avons pas besoin de murmures, nous avons besoin de résultats. » Thomas a levé les yeux de sa tablette. C'est peut-être pour cela que nous continuons à perdre ceux qui disent la vérité. À l'étage supérieur, l'équipe se préparait pour la cérémonie de signature à venir. Isa avait prévu une réunion d'information interculturelle complète et avait officieusement chargé Ethan de la diriger. Il ne figurait pas à l'ordre du jour. Sa présence n'avait pas été annoncée. Mais lorsque l'équipe entra dans la pièce et le vit debout devant le tableau blanc, elle se figea comme si quelqu'un avait réorganisé la hiérarchie sans autorisation. Ethan les salua d'un signe de tête chaleureux. « Pas de diapositive aujourd'hui, » dit-il. « Juste des histoires. » Un murmure parcourut la salle. « On m'a demandé de vous informer des protocoles géorgiens pour la cérémonie de signature, mais au lieu d'une liste à puces, j'aimerais vous proposer autre chose. Le pourquoi derrière le quoi. » Il prit un marqueur. « Dans la tradition géorgienne, commença-t-il, un toast n'est pas seulement une boisson. C'est une déclaration, une hiérarchie d'honneur. Le plus âgé parle en premier, l'hôte en dernier. L'ordre est important. » Il fit une pause. Non pas parce que c'est efficace, mais parce que cela raconte qui vous êtes avant même que vous n'ayez prononcé un seul mot. Quelqu'un au fond de la salle s'éclaircit la gorge. « Nous n'avons vraiment pas le temps pour de la philosophie, monsieur. » Walker. Ethan sourit. « Non, mais vos homologues ont des siècles pour cela, et ils remarqueront si vous ne le faites pas. » Le silence s'installa. Il se retourna vers le tableau et écrivit un mot géorgien. Gajam, un toast rare qui signifie « à celui qui est arrivé en retard, mais qui a tout changé ». Il le souligna, puis se retourna. Ne le mémorisez pas. Ressentez-le. Personne n'interrompit à nouveau. Après la séance, Isa trouva Ethan assis sur un banc près de la terrasse du jardin, son cahier ouvert sur les genoux. Elle s'assit à côté de lui sans demander la permission. « J'ai entendu Riley se plaindre, » dit-elle. « J'ai déjà été incomprise. » Ethan répondit sans lever les yeux. Il a dit « Vous ne faites pas partie de la hiérarchie professionnelle. » C'est vrai. Il sourit faiblement. « C'est probablement pour ça que Colati m'écoute, » dit-elle en riant. « Tu ne parles jamais en parabole que lorsque la vérité est trop dure à dire directement. » Elle le regarda griffonner quelque chose dans la marge. « Tu le regrettes parfois ?» demanda-t-elle. « Regretter quoi ? D'avoir quitté l'université, les cours, les publications. Tu avais un poste permanent, n'est-ce que pas ?» Il ferma lentement le cahier. « Je n'ai pas abandonné ma carrière, dit-il. Je me suis tourné vers ma fille. » Isa se tut. Ethan poursuivit. « Après le décès de ma femme, Sophie a cessé de parler pendant des semaines. Je lui ai lu des histoires dans toutes les langues que je connaissais. Des berceuses russes,
des comptines françaises, même des proverbes. Rien n'y faisait. Il fit une pause, puis une nuit, je lui ai murmuré le poème préféré de sa mère en géorgien. Elle a levé les yeux et a murmuré la dernière ligne avec moi. Il détourna le regard vers l'horizon. C'est là que j'ai compris pour la première fois que le langage n'était pas un pouvoir, mais une présence. Les yeux d'Isa Sterling s'adoucirent. « Avez-vous déjà pensé à écrire un livre ?» Ethan secoua la tête. « Le monde compte déjà suffisamment de personnes qui cherchent à se faire entendre. Je préfère apprendre aux gens à écouter. » Plus tard dans l'après-midi, un flashback se déroula dans la mémoire d'Ethan. Une autre salle de réunion, il y a plusieurs années. Lui, debout devant un tableau noir lors d'une conférence universitaire, défendant avec passion la structure émotionnelle des langues en voie de disparition. « Vous idéalisez des dialectes obsolètes », avait raillé Aden. « Nous sommes ici pour préparer les étudiants aux marchés mondiaux modernes », avait calmement répondu Ethan. « Alors peut-être devrions-nous leur enseigner l'empathie, et pas seulement l'anglais ?» La salle était tombée dans le silence. Une semaine plus tard, son financement avait été discrètement retiré. C'était la dernière fois qu'il avait essayé de faire ses preuves dans le monde universitaire. De retour dans le présent, Thomas trouva Ethan dans le placard du concierge, non pas en train de nettoyer, mais simplement en train de réfléchir. « Ça va ?» Ethan sourit. « C'est un endroit bizarre pour aller bien, non ?» Thomas s'appuya contre le cadre de la porte. C'est la pièce la plus calme du bâtiment, probablement la plus honnête aussi. Il fit une pause, puis ajouta « Il y a une rumeur selon laquelle le conseil d'administration discute de ton autorité informelle. Certains s'inquiètent que tu deviennes trop influent. » Ethan haussa les épaules. « L'influence est un sous-produit, pas un objectif. Mais ils ne le voient pas comme ça. Je ne suis pas là pour les faire changer d'avis, » dit Ethan. « Je suis là pour empêcher le pont de s'effondrer. » Thomas baissa les yeux vers le vieux seau à balai qui se trouvait à proximité, puis vers les chaussures cirées d'Ethan, qui restait la seule partie de son uniforme à paraître neuve. « Le podium vous manque parfois ?» demanda-t-il. Ethan sourit en tapotant doucement son carnet. « Chaque fois que je l'ouvre, mais ensuite je me souviens. Le meilleur public ne se trouve pas dans les amphithéâtres. Il se trouve dans les salles de pause, les ascenseurs ou au bout d'une ligne téléphonique, essayant de ne pas raccrocher. » Ce soir-là, Ethan raccompagna Sophie chez elle sous un ciel nocturne paisible. Elle sautilla devant lui, puis se retourna soudainement. « Papa. » « Oui, Madame Sterling vous regardait différemment aujourd'hui. » Il haussa un sourcil. « Différemment ?» Comme si elle avait enfin compris l'histoire que vous racontiez, même si vous ne l'avez jamais dite à voix haute. Il sourit. « Elle apprend une nouvelle langue, dit-il. »« Quelle langue ?» Il lui serra doucement la main. L'humain. Les coups frappés à la porte du local du concierge retentirent un peu après 18 heures. 3 coups brefs, sans urgence, sans autorité, juste avec intention. Ethan leva les yeux de la boîte de vieux chiffons en microfibre qu'il était en train de ranger. La journée était terminée. Le bâtiment était presque vide et il avait presque fini de se changer. Presque. Il ouvrit la porte. Isa Sterling se tenait là, sans assistant, sans entourage, sans tablette à la main, juste elle. Et dans ses yeux, quelque chose d'inexprimé. « Je ne fais généralement pas de visite à domicile, dit-elle. » Ethan lui adressa un petit sourire. « Ce n'est pas une maison. C'est un placard à balai. Raison de plus. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, dans cet espace exigu, où des étagères alignées contenaient des fournitures soigneusement étiquetées, et où son cahier reposait sur une petite corniche à côté d'un sac repas plié. « Vous êtes très organisé. » Il haussa les épaules. « La langue vous apprend que chaque mot a sa place. Si ce n'est pas le cas, la phrase s'effondre. » Elle acquiesça comme si elle enregistrait cette information. « Je peux ?» demanda-t-elle en désignant la chaise pliante dans le coin. Elle grince, prévint Ethan. « J'ai déjà assisté à des réunions du conseil d'administration avec pire que ça. » Elle s'assit sur la chaise avec une élégance qui donnait même au plastique un aspect digne. Puis, pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Derrière la porte, le monde des titres et des délais continuait. À l'intérieur, peu importait que l'un d'eux ait un bureau d'angle et l'autre un seau à serpillière. Ici, il n'y avait que 2 personnes. « J'ai réfléchi à quelque chose que tu as dit, » commença Isa, à propos du fait qu'écouter est plus important que parler. Ethan l'observait patiemment. « Je ne sais pas si j'ai déjà été vraiment écoutée, » poursuivit-elle d'une voix plus douce. « Les gens m'écoutent, ils me suivent. Mais tout cela n'est que transaction, stratégie. Même mon père disait « Parle moins, commande plus, le pouvoir sans présence », dit Ethan doucement. « Ce n'est que du bruit. » Vêtue d'un beau costume, elle laissa cette idée faire son chemin. « Ta femme disait-elle ce genre de choses ?» Elle disait mieux que ça.
Il prit son carnet, dont la reliure usée était pliée par le temps, et ouvrit une page avec précaution. « Elle a écrit ça après la naissance de Sophie », dit-il en le lui tendant. Isa le prit avec le respect de quelqu'un qui tient quelque chose de fragile. « N'élève pas la voix, élève ton cœur. Laisse ton enfant t'entendre dans le silence. » Elle croyait que le monde changeait davantage dans les murmures que dans les cris, ajouta Ethan. Isa suivit les mots des yeux. « J'ai passé toute ma carrière à crier, et pourtant tu es venu voir un concierge pour trouver le silence. » Cette phrase resta suspendue dans l'air, douce mais indéniable. Elle ferma le carnet et le rendit. Elle devait être extraordinaire. C'était le genre de femme qui pouvait corriger ta grammaire et te briser le cœur dans la même phrase, dit-il avec un sourire. Mais elle agissait toujours avec gentillesse. Isa marqua une pause, puis posa une question qu'elle n'avait posée à personne depuis des années. Comment s'appelait-elle ? Léna. Elle acquiesça, presque en murmurant pour elle-même. Léna. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont elle le disait, comme si un nom devait être traité comme un cadeau et non comme une étiquette. « Je suis désolé que vous l'ayez perdue. »« Je ne l'ai pas perdue, » répondit Ethan. « Elle a simplement cessé d'être visible. » Isa baissa les yeux, les mains jointes sur ses genoux. Sa voix redevint calme. « Avez-vous parfois l'impression d'attendre encore d'être entendu ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, ce fut lentement, de manière intentionnelle. Je pense que les personnes qui font le plus de bruit sont souvent celles qui ont le plus désespérément besoin d'être comprises, mais celles qui savent vraiment qui elles sont. Elles attendent le silence approprié. Elle leva les yeux vers lui, et cette fois son expression était sans défense. « M'aurais-tu parlé ainsi ? Si j'avais su que tu m'écoutais depuis le début, j'aurais écouté plus attentivement. » Elle rit doucement, sincèrement cette fois. « Ce n'est pas juste. »« Non !» répondit Ethan. « C'est honnête. » Puis elle fouilla dans la poche de son blazer et en sortit un petit papier plié. « Je l'ai gardé, » dit-elle en le lui tendant, « depuis notre première rencontre. » Il l'ouvrit. C'était une traduction manuscrite approximative d'un proverbe géorgien. Qu'Ethan avait griffonné sur du papier à en tête de l'autel et glissé sur la table lorsque l'atmosphère était devenue tendue. Le respect commence là où l'hypothèse s'arrête. « Tu as gardé ça. Il est dans mon livre depuis ce jour-là, » dit-elle. « Non pas parce que je l'ai compris, mais parce que je voulais le comprendre. » Ethan replia soigneusement le mot. La compréhension commence par le désir de comprendre. Puis Isa Sterling regarda autour d'elle le seau à serpillière, le taille-crayon cassé sur l'étagère, la vieille chaise sous laquelle elle était assise. « Tu aurais pu exiger davantage, tu sais, » dit-elle. « Après le Coladzi, après le conseil d'administration, tu aurais pu tirer parti de cela. Je ne cherchais pas à tirer parti de quoi que ce soit. Alors que cherchais-tu » Il la regarda. Elle ne dit rien. Il poursuivit. « Les gens pensent que la langue est une question de pouvoir, mais ce n'est pas le cas. C'est une question de présence. Quand on voit vraiment quelqu'un, quand on l'écoute vraiment, c'est là que le langage devient autre chose. Devenir quoi ?» Il sourit. Alors qu'Isa Sterling se levait pour partir, elle hésita à la porte. « Il y a un dîner la semaine prochaine, » dit-elle. « Un dîner d'investisseurs. Rien d'extraordinaire. Juste des discussions mondaines autour d'un poisson hors de prix. Ça a l'air passionnant. » Elle sourit. « Kadzi sera là. J'aimerais que tu y assistes. Je ne suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit qui ne soit pas taché de javel. J'enverrai quelqu'un. » Itya haussa un sourcil. « Pour m'acheter un costume et t'assurer que je le porte. » Elle s'avança dans le couloir, puis s'arrêta à nouveau. « Merci, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour l'accord, mais pour m'avoir rappelé que le silence n'est pas le vide. C'est là que résonnent les choses réelles, » répondit Ethan. Plus tard dans la soirée, Sophie était assise sur les genoux d'Ethan dans leur petit salon, feuilletant un livre d'images en 2 langues. « Papa » demanda-t-elle, « pourquoi gardes-tu toujours le carnet de maman ?» Il referma doucement le livre. « Parce qu'il est rempli de choses que les gens oubliaient de dire, » répondit-il. Elle appuya sa tête contre sa poitrine. « Tu crois que Madame Sterling oublie parfois ?» Il réfléchit un instant. « Plus maintenant. » L'email arriva à 3h14 du matin. Objet. Urgent, partenaire japonais se retire. De Thomas Hatch, assistant exécutif de Madame Sterling, à Isa Sterling, CC Ethan Walker. Il était court, paniqué, peu soigné. « Miss Sterling, je sais qu'il est tôt, mais je viens de parler à la liaison de Monsieur Saito. » Apparemment, le ton de la proposition était trop agressif. « Irrespectueux », a-t-elle dit. « Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils demandent une période de réflexion. Retrait complet possible. Devrions-nous annuler la réunion de demain à 6h ?» Isa Sterling n'avait pas répondu. À 6h01, Ethan avait répondu « N'annulez pas, nous ne perdrons pas cette réunion. Changez simplement notre façon d'entrer dans la salle. »
La salle de conférence de Sterling Tech n'avait jamais semblé aussi froide. À 10h pile, la délégation japonaise est arrivée, 5 membres en costume sombre comme de l'encre, au mouvement précis comme une horloge. Monsieur Saito, le président de leur conseil d'innovation, a fait un léger signe de tête. Son visage est resté impassible. Isa Sterling s'est levée pour le saluer, ferme mais poli. « Bienvenue, monsieur Saito. Merci d'être venu. » Il n'a pas répondu. Il s'est assis. Les autres l'ont suivi en silence. Pendant 15 secondes interminables, personne ne parla. À côté d'Isa Sterling, sa vice-présidente chargée de la stratégie, s'éclaircit la gorge et prit la parole. « Nous comprenons que notre dernier projet ait pu susciter des inquiétudes. » Ethan leva subtilement la main, non pas pour l'interrompre, mais simplement pour mettre fin à ce silence pesant. Il se pencha vers Isa Sterling et lui murmura doucement « Laisse-moi faire ». Elle hésita, puis finit par accepter. Ethan se leva, sans se précipiter, sans faire de spectacle, simplement. Il marcha lentement vers le centre de la table, s'inclina, non pas de manière théâtrale, mais profondément et sincèrement. Puis il recula et ne dit rien. 5 secondes, 10, 15. Toujours rien. Puis M. Saito leva enfin les yeux. « Intéressant, dit-il en anglais, d'une voix calme. Vous avez choisi le silence. Et vous, auriez-vous choisi le silence à sa place? Dites-le en commentaire. » Ethan sourit. Parce que dans votre culture, parler en premier n'est pas toujours un signe de leadership. Parfois, c'est un signe d'ego, un signe à peine perceptible. Mais là, Saito croisa les mains. Vos collègues n'en étaient pas conscients. Non, dit Ethan doucement. Parce que dans notre culture, nous craignons le silence. Nous le ressentons, nous nous y noyons. Mais j'ai appris. Il jeta un coup d'œil à Isa. Le silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Monsieur Saito pencha la tête. Et que souhaitez-vous inviter? Ethan inclina doucement la tête. La compréhension et le respect. Un autre moment de silence. Puis Saito dit quelque chose en japonais rapide à ses collègues. L'un d'eux eut un petit rire. « Qu'a-t-il dit » murmura Isa. Ethan se pencha vers elle. Il dit « Nous étions prêts à affronter une tempête. Ils nous ont envoyé un miroir. » La réunion prit lentement, subtilement, une autre tournure. Au lieu de se lancer dans les tableaux et les listes à puces, Ethan posa des questions sur la saison des cerisiers en fleurs à Kyoto. Il fit référence à un proverbe japonais du IIe siècle sur la patience et le thé. Il présenta ses excuses, non pas avec des mots, mais avec de l'espace. Au moment où Isa présenta sa proposition révisée, l'atmosphère dans la pièce s'était adoucie. Personne ne souriait franchement, mais personne ne croisait les bras non plus. À la fin, M. Saito se leva. « Nous ne nous retirerons pas, dit-il. Pas aujourd'hui. » Isa retint son souffle, puis elle acquiesça, calme en apparence, mais bouleversée intérieurement. « Merci, dit-elle. »« Non, répondit Saito, les yeux fixés sur Ethan. Remerciez-le. Il ne nous a pas seulement entendus, il a entendu ce que nous n'avons pas dit. » Après le départ de la délégation, Isa ne retourna pas à son bureau. Elle se rendit directement à la terrasse du jardin, 2 étages plus haut. Ethan s'y trouvait déjà, les mains dans les poches, fixant l'horizon comme s'il attendait une réponse. Elle resta longtemps à ses côtés avant de prendre la parole. « Vous n'avez pas sauvé la réunion, dit-il en haussant un sourcil. Non, vous m'avez sauvé de devenir la personne qui l'aurait ruinée. » Il la regarda avec douceur. « Ce n'était pas toi le problème, dit-il. Tu as juste été formé par les mauvais professeurs. » Elle expira. « Tu crois vraiment que le silence a autant de pouvoir ? Je crois que le silence, dit-il, c'est là où va la vérité quand on ne se sent pas en sécurité pour parler. » Elle s'assit sur le banc en pierre, à côté d'un parterre de pensées divers. J'ai passé ma vie à essayer de maîtriser tous les langages du pouvoir, de la finance, du droit, des relations publiques. Mais ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas une stratégie. Non, répondit Ethan, c'était de la capitulation. Elle le regarda, perplexe. Capituler devant l'instant présent, expliqua-t-il, devant l'idée qu'il n'est pas nécessaire de gagner pour être compris. Ce soir-là, Sophie attendait à la table de la cuisine quand Ethan rentra à la maison. Elle était en train de colorier un dessin représentant un cerisier en fleurs sous lequel se tenaient de petits personnages. Ethan sourit. « Tu as entendu parler du Japon ?»« J'ai tout entendu, » dit-elle fièrement. « Madame Sterling m'a appelé et m'a dit que je devrais t'apprendre à t'incliner plus profondément. » Il rit. Puis il remarqua quelque chose dans le dessin. L'un des petits personnages sous l'arbre portait un uniforme bleu vif et tenait un cahier. « Qu'est-ce qu'il a dans la main ?» demanda Ethan. Sophie sourit, sa voix. Le lendemain matin, Isa arriva tôt, plus tôt que d'habitude. Elle traversa le rez-de-chaussée, passa devant les ascenseurs et s'arrêta devant le local du concierge. Elle frappa 3 fois rapidement. Ethan ouvrit la porte,
encore surpris par ce rituel. « Je t'ai apporté quelque chose », dit-elle en tendant un petit objet. Il le prit, une plaque nominative. Ethan Walker, directeur, langue et écoute. Il la regarda. La deuxième partie ne figurait pas dans l'organigramme. « Maintenant, oui », répondit-elle. Il sourit. « Vous venez de faire de moi la seule personne dans le monde des affaires américains dont le titre inclut l'écoute. Je me suis dit que quelqu'un devait le faire. » Ils restèrent un moment dans le couloir silencieux. Puis elle demanda « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Pensez-vous que les gens peuvent changer leur langue maternelle ?» Il pencha la tête. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » dit-elle en choisissant ses mots. « Si quelqu'un a grandi en parlant des chiffres, de la logique, de l'ambition, peut-il apprendre à parler une langue plus douce ?» Ethan sourit. « C'est déjà le cas, » dit-il. « Vous ne vous en êtes simplement pas rendu compte. » Le salon exécutif de Sterling Tech avait des murs en verre, du café italien et une tension silencieuse plus lourde que les lustres. Ethan n'avait pas sa place ici. Il le savait, tout comme Martin Veil. « Vous assistez toujours aux réunions préparatoires du conseil d'administration habillé comme un concierge ?» demanda Martin avec désinvolture, sans lever les yeux de son espresso. Ethan baissa les yeux vers sa chemise bleue repassée. Pas de badge, pas de balai en vue. Mais cela n'avait pas d'importance. « Je ne savais pas que le professionnalisme s'accompagnait d'une exigence vestimentaire », répondit Ethan d'une voix calme. Martin sourit sans chaleur. « Le professionnalisme », répéta-t-il. « Vous aimez ce mot, n'est-ce pas ? Ce que j'aime, dit Ethan doucement, c'est quand les gens sont jugés sur le poids de leurs paroles, et non sur le titre inscrit sur leur porte. » Martin le regarda enfin dans les yeux. Et là, il vit un regard non pas de dédain, mais de calcul, le genre de regard qui savait sourire à travers un couteau. « Vous avez certainement élevé votre statut rapidement, » dit Martin, de la chaufferie à la diplomatie de la salle du conseil. « C'est un sacré bond en avant. »« Ce n'était pas un bond, » répondit Ethan. « C'était un pont. » Martin eut un petit rire sec. « Vous êtes doué pour les métaphores, poétiques, mais nous sommes dans une entreprise, monsieur Walker, pas dans une salle de classe ni sur une scène. » Ethan ne broncha pas. « Et pourtant, vous agissez comme si c'était un champ de bataille. » Martin se redressa en époussetant son blazer. Cette entreprise fonctionne grâce à la performance, la précision et le pouvoir, pas grâce aux sentiments ni aux histoires. Il se pencha légèrement. Les hommes comme vous font d'excellentes relations publiques en temps de crise. Mais ne confondez pas utilité et appartenance. Vous étiez une solution temporaire, rien de plus. Il s'éloigna, laissant Ethan dans le silence raffiné d'une pièce qui reflétait tout, sauf l'empathie. 2 jours plus tard, le titre fit la une. Le PDG de Sterling Tech sous le feu des critiques pour avoir promu un concierge à un poste de direction. Un lanceur d'alerte dénonce du népotisme. Violation du protocole. La photo ci-dessous était granuleuse. Isa et Ethan lors d'un dîner avec des investisseurs, en pleine conversation. Ethan avait son ordinateur portable ouvert. Elle riait. L'article a donné une version des faits. Alors que Sterling Tech vante sa sensibilité culturelle, des sources internes à l'entreprise suggèrent que la PDG, Isa Sterling, a pris des décisions imprudentes en matière de recrutement, basées sur des préjugés personnels. C'est une parodie de nos normes, a déclaré un cadre anonyme. Nous avons des employés diplômés des meilleures universités qui attendent depuis des années d'être promus. Et maintenant, un concierge participe à des transactions d'1 milliard de dollars. L'article était cruel, mais ce qui était encore plus douloureux, c'est qu'il n'était pas improvisé. Il avait été orchestré. À midi, la boîte de réception d'Ethan était inondée de messages. Certains étaient gentils, la plupart étaient prudents, quelques-uns étaient venimeux. Il les a tous lus. Puis il a fermé son ordinateur portable, a descendu l'escalier de service à l'arrière et s'est assis dans la salle des machines où personne ne venait jamais. C'était calme ici. Pas paisible, juste honnête. 30 minutes passèrent. Puis une voix résonna depuis l'entrée. « Je ne savais pas où te trouver. » C'était Isa. Elle entra dans la pièce, ses talons claquant sur le béton. Son costume de pouvoir semblait complètement déplacé dans ce décor de fusibles et de tuyaux. « Je suis désolée, dit-elle. Cela n'aurait pas dû arriver. » Ethan esquissa un petit sourire. Cela devait arriver tôt ou tard. Elle s'appuya contre le mur en face de lui. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis elle demanda « Savez-vous qui a divulgué l'information ?»« Oui, répondit Ethan, mais je ne le nommerai pas. » Elle plissa les yeux. « Pourquoi ? Parce que les gens comme Martin ne craignent pas les conséquences. Ils s'en nourrissent. Si vous le dénoncez, il deviendra un martyr pour les siens. Mais si vous le surpassez, il disparaîtra. » Elle le fixa du regard. « C'est une stratégie. » « Non, répondit Ethan doucement. C'est faire confiance au temps. » Isa expira.
Sa voix se brisa légèrement. Le conseil d'administration demande un examen officiel de votre poste. Ils veulent savoir si j'ai compromis les normes éthiques. Et l'avez-vous fait ? Demanda-t-il, sans malice. Elle le regarda honnêtement. Non, répondit-elle, mais j'ai compromis autre chose. Quoi ? Elle hésita, puis murmura. Le contrôle. Ethan acquiesça lentement. Alors peut-être que tu es enfin en train de diriger. Cela fit son effet. Elle traversa la pièce et s'assit à côté de lui sur la marche métallique froide. Je n'ai jamais voulu créer une entreprise comme celle de mon père, dit-elle. Mais maintenant, je ne suis pas sûre de savoir comment créer autre chose. Si tu sais, dit Ethan, tu ne l'as simplement pas construite avec des gens qui parlent ta vraie langue. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants, non pas de larmes, mais de clarté. Je ne te retire pas de l'équipe, tu n'auras peut-être pas le choix. Alors je ferai un choix, dit-elle. Et s'ils me licencient, ils ne le feront pas, l'interrompit Ethan. Pourquoi en es-tu si sûr ? Il la regardait non pas comme son employé, ni comme sa chef de projet, mais comme son égal. Parce que tu as enfin donné une âme à cette entreprise. Et même ceux qui détestent la poésie se souviennent des vers qui les ont sauvés. Ce soir-là, Sophie tendit un dessin à Ethan. Il était différent des autres. 3 personnages se tenaient sous un nuage d'orage, l'un en costume, l'autre en uniforme de concierge et une petite fille en bottes rouges. Au-dessus d'eux, la pluie tombait, mais ils tenaient tous ensemble un grand parapluie. Ethan sourit. « Comment s'appelle celui-ci » demanda-t-il. Sophie sourit. « Quand les gens se tiennent près les uns des autres, même les tempêtes deviennent plus petites. » Il fit une pause, puis murmura. « Tu apprends ma langue préférée. » Elle pencha la tête. « Laquelle » Il embrassa son front. « La gentillesse. » Le lendemain matin, la salle de réunion était pleine. Les 12 membres, plus Isa Sterling, plus le conseiller juridique, plus le silence. Ethan était assis à l'extérieur de la baie vitrée, n'ayant pas été invité à entrer. Pas cette fois-ci. Mais alors que les portes se refermaient, Isa se retourna et sourit. Non pas avec confiance, mais avec conviction. Il arriva dans une enveloppe si discrète qu'Isa faillit la jeter dans la pile de colis non ouverts sur son bureau. Pas de nom sur le devant, pas de logo. Juste un seau de cire avec le blason discret d'une vigne, élégant et traditionnel, en géorgien. Elle s'arrêta, brisa le seau à l'intérieur d'une seule feuille de parchemin crème pliée avec soin, écrite à la main, sans traduction. Elle reconnut la langue. L'écriture géorgienne coulait comme de l'eau sur la pierre, mais les mots, chargés d'émotions et riches culturellement, n'avaient aucun sens à ses yeux. Son esprit se tourna vers Ethan. La façon dont il écoutait, non seulement les mots, mais aussi le silence, les ombres entre les phrases. Elle prit son téléphone et envoya un message au prestataire officiel de services linguistiques de Sterling Tech. 2 heures plus tard, elle reçut un email officiel contenant la traduction demandée. La note disait « La force impose le respect. Les titres exigent de l'attention, mais la paix. La paix s'installe sans avoir besoin de parler. » Isa Sterling fronça les sourcils. La formulation était précise, mais stérile. Sans texture, sans chaleur. C'était comme si on lui avait remis une sculpture alors qu'elle avait besoin d'un battement de cœur. Elle fixa à nouveau le parchemin. Puis elle prit une décision. L'ascenseur de service ne l'avait pas vue depuis des mois. Elle le prit quand même. Elle descendit les étages de la direction, passa devant la logistique, puis la maintenance, jusqu'au B3, l'étage des concierges. La porte du placard d'Ethan était entr'ouverte, et une musique classique discrète s'échappait d'un haut-parleur poussiéreux à l'intérieur. Un violon tranquille, rien d'extraordinaire, juste assez pour donner l'impression que quelqu'un s'était souvenu que le monde avait encore besoin de beauté. Elle frappa une fois. Il se retourna, surpris. « Madame Sterling, j'ai besoin d'une traduction, » dit-elle. Ethan ne sourit pas. Il ne se leva pas. Il lui fit simplement signe de s'asseoir sur le tabouret en face de lui. Elle s'assit. Il déplia la lettre avec délicatesse et la lut en silence. La musique continuait de jouer. Une note lente et douloureuse qui remplissait l'espace comme la lumière d'une bougie. Au bout d'un moment, il leva les yeux et dit doucement « Ne jugez pas un homme à son titre. Jugez-le à ce qu'il apporte dans la pièce. » Elle cligna des yeux. « C'est différent de ce que j'ai compris tout à l'heure. C'est la même chose, » dit Ethan. « Mais ce n'est pas la même chose. » Il tapota le bord de la lettre. « Vous voyez, le géorgien est moins une question d'exactitude que de sentiment. » La phrase originale utilise le mot « mishvidoba » qui signifie littéralement « paix ». Oui, mais dans une forme poétique, cela peut aussi signifier une force tranquille, une présence, le genre de calme qui rend une pièce sécurisante. Isa Sterling s'assit avec ce sentiment de sécurité. Depuis combien de temps une pièce ne lui avait-elle pas procuré cette sensation? Elle murmura « Pourquoi m'a-t-il envoyé ça ?» Ethan l'observa attentivement. « Je pense qu'il a dit avec précaution.
Kadzi a vu quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Qu'est-ce que c'est? Toi? Isa secoua la tête. Il me connaît à peine. Ce n'est pas vrai, dit Ethan. Il sait comment tu écoutes. Elle le regarda alors, non pas comme un PDG, non pas comme quelqu'un qui avait besoin de gagner, mais comme quelqu'un qui apprenait encore à écouter. Tu sais, dit-elle lentement, quand j'étais adolescente, j'avais un mentor. Une femme brillante, stratège en affaires, m'a dit un jour « Les émotions sont un handicap. La salle du conseil n'a pas besoin de ton cœur, mais seulement de ta colonne vertébrale. » Ethan haussa un sourcil. « Et cela t'a-t-il aidé? Ça m'a amené ici. » Et maintenant, elle croisa son regard. « Maintenant, j'ai l'impression d'avoir construit une échelle qui ne fait que monter. Pas de sortie, pas de marche pour descendre, juste plus haut et plus solitaire. » Ethan acquiesça. « J'ai demandé une fois à ma femme, dit-il doucement, ce qu'était l'amour pour elle. Elle m'a répondu que c'était quand quelqu'un fait de la place pour ton silence, pas seulement pour tes mots. » Isa eut la gorge serrée. C'était une poète, n'est-ce pas? Il acquiesça. Et une enseignante. Elle disait souvent « Il n'y a que 2 types de personnes dans le monde. Ceux qui traduisent pour être compris et ceux qui traduisent pour que les autres se sentent compris. » Il la regarda. « Tu es en train de devenir le 2e type. » Plus tard dans l'après-midi, Isa Sterling retourna dans la salle du conseil avec quelque chose de nouveau dans son attitude. Pas une armure, pas une performance, mais un choix. L'un des membres du conseil était clairement prêt à rouvrir le débat. Elle leva la main avant qu'il ne puisse parler. « Je sais que vous avez lu les articles. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. » Elle jeta un coup d'œil autour de la table. « Ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'a fait M. Ethan Walker. Pause. Il n'a pas seulement sauvé un accord. Il a rappelé à cette entreprise ce qu'est vraiment la culture. Ce ne sont pas les tables de ping-pong, ni les déclarations de mission, mais les gens, le respect, le langage, non seulement celui de la bouche, mais aussi celui de l'âme. » Elle sortit la lettre et la posa sur la table. Un homme d'affaires géorgien a dit un jour « Ne jugez pas un homme à son titre, jugez-le à ce qu'il apporte dans la pièce. » Elle laissa planer le silence, puis ajouta « J'en ai fini de juger les gens à leur titre. À partir de maintenant, je construis des ponts. Pour la suite de cette histoire et d'autres comme celle-ci, abonnez-vous maintenant. » Il y eut un silence, puis des applaudissements lents. De manière inattendue, Marianne, la plus âgée des membres du conseil d'administration, jusque-là silencieuse et rarement émotive, prit la parole. « Tu es enfin devenue une leader, Isa Sterling, » dit-elle. « Non pas malgré cet homme. » Elle regarda Ethan, qui venait d'entrer dans la pièce, mais grâce à lui. Ce soir-là, Isa était assise seule dans son bureau, la lettre toujours posée sur son bureau. La tempête dehors s'était enfin calmée, laissant place à une pluie légère. Elle prit son téléphone et tapa un message. « Si vous n'êtes pas trop occupé demain, j'aimerais en savoir plus sur les poèmes de votre femme. » Autour d'un café, c'est moi qui invite. Quelques secondes s'écoulèrent, puis une réponse arriva. Seulement si je peux les lire dans leur version originale géorgienne. Elle sourit, non pas le sourire de quelqu'un qui avait gagné, mais celui de quelqu'un qui avait enfin cessé de se perdre. La salle du conseil était bondée. Des costumes, des caméras, des chuchotements épais comme du brouillard. Les actionnaires murmuraient. Les journalistes tournaient autour. Même les stagiaires s'alignaient dans le couloir pour tenter d'apercevoir la chute ou l'ascension de la reine de glace de Sterling Tech et D.A. Sterling. Elle entra sans aucune note, sans PowerPoint, sans projection, juste une feuille pliée à la main et un regard que personne n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la confiance, ni du contrôle, mais de la clarté. Elle arriva en bout de table, marqua une pause et fit face à l'assemblée. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, » dit-elle d'une voix ferme, « car pendant trop longtemps, j'ai gaspillé le mien en mesurant le leadership à l'aune de ce que je pouvais dire plutôt qu'à celle de ce que je pouvais entendre. » Un murmure parcourut l'assemblée. Elle déplia la feuille. Ce n'était ni une note de service, ni un communiqué de presse, mais un poème, écrit à la main en anglais d'un côté et en géorgien de l'autre. « Mon entreprise a toujours cru en l'innovation, en la rapidité, en la performance, » poursuivit-elle. « Mais nous avons oublié que la culture ne se déplace pas à la vitesse des données. Elle se déplace à la vitesse de la confiance. » Elle leva les yeux et croisa le regard du conseil d'administration. « Et la confiance, dit-elle, est un langage. » Elle fit un geste vers le couloir, et il était là, Ethan. Pas en costume, toujours dans son uniforme de concierge, repassé du mieux qu'il pouvait, silencieux, calme. Son regard balayait la pièce, non pas à la recherche de pouvoir, mais de danger, comme un père qui entre dans une tempête et calcule si elle va toucher son enfant. Isa se tourna vers lui.
Cet homme, dit-elle, n'a pas de titre, pas de CV digne de figurer dans vos dossiers. Il n'est pas diplômé de Harvard et n'a pas bâti d'empire technologique. Ce qu'il a fait était plus difficile. Elle brandit la page. Il a fait en sorte qu'un homme à l'autre bout du monde se sente vu, non pas négocié, non pas exploité, mais compris. Ethan ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Isa s'approcha. « Je pensais autrefois que le langage n'était qu'un outil, dit-elle. Mais Ethan m'a appris qu'il était aussi un pont silencieux, du genre qui tient même quand personne ne regarde. » Elle sourit, mais cela ne lui vint pas facilement. « J'avais l'habitude de diriger cette entreprise avec des chiffres, avec le contrôle, mais ce n'est pas du leadership, c'est de l'architecture. » Elle se retourna vers le conseil. Le leadership, c'est la traduction. C'est prendre la peur, le silence, le doute et les transformer en sens. Et si un concierge peut le faire mieux que nous tous, dit-elle en regardant droit dans les yeux Martin, le membre du conseil d'administration qui avait poussé à licencier Ethan, alors peut-être que le problème n'est pas le concierge. Martin tressaillit, mais le miroir que nous avons tous évité. Elle s'est approchée d'Ethan, puis lui a tendu la main, non pas en tant que PDG à un employé, mais en tant qu'étudiante à un professeur. « Je voudrais offrir à Ethan Walker le poste officiel de directeur de la communication culturelle. » Allaitement. Il me rendra directement compte, et sa première tâche sera de nous aider à mieux écouter au-delà des langues, au-delà des départements, au-delà des murs que nous avons érigés sans même nous en rendre compte. Un actionnaire a levé la main, stupéfait. Vous donnez un titre de directeur à un concierge. Isa n'a pas scellé. Non, je donne un nom à un pont. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière eux dans le silence. Ethan se tenait à côté d'elle, ne sachant pas s'il devait parler. Alors, elle l'a fait. « Vous m'avez dit un jour que votre femme écrivait des poèmes en géorgien, » a dit Isa doucement. Il a acquiescé. Elle disait que cette langue lui donnait le sentiment d'être chez elle, même quand le monde ne le lui permettait pas. « Vous m'en montrerez un ?» Un jour. Ethan esquissa un petit sourire. « Seulement si tu promets de ne pas le lire avec tes yeux. » Elle se retourna alors qu'il tapotait sa poitrine. D'ici. L'ascenseur s'ouvrit dans un ding et pour la première fois, Isa ne marcha pas devant. Elle marcha avec lui. Plus tard dans la nuit, longtemps après que le bâtiment se soit vidé et que la pluie ait commencé à tomber en lents et réguliers rideaux, Isa était assise seule dans son bureau, regardant la ville se brouiller derrière la vitre. Le poème reposait toujours sur son bureau. L'écriture d'Ethan, soignée, délibérée. L'anglais et le géorgien, côte à côte, comme des mains jointes en prière. Elle pensa à tout ce qu'elle avait construit, à tout ce qu'elle avait enterré, et à l'homme qui était entré dans sa vie non pas avec des réponses, mais avec des questions, de bonnes questions, celles qui résonnent. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Merci de laisser papa être qui il est. » Une photo était jointe. Sophie tenait une pancarte dessinée à la main. On pouvait y lire. « Même un balai peut avoir un sens si tu sais comment le tenir. » Isa la regarda longuement, puis elle murmura « Merci de m'avoir appris comment. » Le lendemain matin, une nouvelle plaque apparut dans le hall de Sterling Tech. Elle n'était ni élégante, ni griffée, juste simple, gravée dans le bois en 3 langues. Ce n'est pas le titre qui rend quelqu'un digne d'être écouté, c'est ce qu'il dit qui compte. En dessous, les noms Ethan Walker, linguiste, père, pont Isa Sterling, PDG, auditrice en devenir. Et à côté, un espace vide attendant le prochain nom. Le coup fut frappé doucement, non pas sur une porte, mais sur un cœur qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Elle leva les yeux de son bureau. Le gala commençait dans moins de 3 heures. Son discours était à moitié rédigé. Ses talons hauts attendaient déjà à côté du canapé, tels des soldats prêts au combat. Mais le coup fut frappé à nouveau, cette fois-ci en dessous. Elle se dirigea vers la baie vitrée de son bureau et trouva Sophie debout là, vêtue d'un manteau rouge, un sac à dos violet, tenant quelque chose derrière son dos. « Bonjour », dit Sophie, timide mais assurée. Isa ouvrit lentement la porte. « Bonjour, je voulais vous donner quelque chose. » Sophie s'avança et lui tendit un morceau de papier épais, enroulé et attaché avec un ruban jaune. Il n'avait pas été acheté dans un magasin. Les bords étaient irréguliers. Quelques coins étaient froissés, mais Isa le prit comme s'il était en or. « Je peux ?» Sophie acquiesça. Isa déroula le papier sur son bureau. C'était un dessin réalisé au crayon et à l'aquarelle, empreint de la sincérité d'un enfant et de l'âme d'un conteur. 3 personnages se tenaient sur des falaises opposées. Une femme en robe verte se tenait seule, les bras croisés. Un homme vêtu de bleu, un balai à la main, debout avec une petite fille à ses côtés. Entre eux, un pont non pas en pierre mais en mots flottants, des mots dessinés à la main dans différents alphabets.
du géorgien, de l'anglais, même des symboles qu'Isa ne reconnaissait pas. Au centre, dans un cœur, le monde ne change que lorsque quelqu'un ose comprendre. La gorge d'Ila se serra. Elle ne parla pas, elle ne pouvait pas. Sophie désigna la femme sur le dessin. « C'est toi. Et la petite fille, c'est moi. Et l'homme, c'est papa. Mais tu le savais déjà. »« Oui, » murmura Isa. « Mais je ne savais pas à quel point. » Sophie haussa les épaules. « Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, on se sent mieux. » Cette phrase la frappa plus fort que n'importe quel titre de journal. Isa s'agenouilla. « Tu as dessiné ça pour lui ?»« Non, » répondit Sophie, « je l'ai dessiné pour toi. » Et tout à coup, Isa Sterling fondit en larmes. Si ce moment vous a touché, laissez un j'aime pour soutenir l'histoire. Pas des larmes discrètes et dignes, mais des larmes silencieuses, profondes, qui ne coulent pas du chagrin, mais de la soudaine prise de conscience que, peut-être, juste peut-être, tu as traversé toute ta vie avec une boussole défectueuse. « Je peux te poser une question ?» demanda Aïssela en essuyant sa joue. Sophie acquiesça. « Que signifie celle-ci » Elle désigna une petite phrase dans le coin, écrite en lettres courbes qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Sophie s'illumina. « C'est Georges et papa qui me l'ont apprise. Ça signifie qu'il écoute les yeux fermés, mais le cœur ouvert. » Isa cligna des yeux. C'était ça, la pièce manquante, la phrase qui lui trottait dans la tête depuis des jours, mais qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle se leva et se dirigea vers sa bibliothèque, où elle sortit le vieux poème plié qu'Ethan lui avait montré, celui que sa femme avait écrit. L'encre sentait encore légèrement le cèdre et le temps. Elle le relut, cette fois à haute voix. « J'ai demandé au vent quelle langue il parlait. Il m'a répondu, celle que tu comprends sans avoir besoin d'apprendre. » Isa Sterling regarda Sophie. « Tu sais comment ça s'appelle ?» Sophie pencha la tête. « L'empathie, » dit Isa doucement. « C'est la plus ancienne langue que nous oublions sans cesse de parler. » Ce soir-là, le gala Sterling Tech se déroula sous des lustres en verre et dans le silence des robes coûteuses. L'élite du monde technologique de Manhattan se réunit en sirotant des flûtes à bord dorés, se félicitant mutuellement avec des compliments mitigés. Mais quelque chose était différent cette année. Ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le menu, c'était la femme qui entra sans escorte, accompagnée d'un homme en blazer sombre et de sa fille vêtue d'une robe jaune pâle avec des paillettes sur l'ourlet. Lorsque Isa Sterling entra avec Ethan et Sophie à ses côtés, le bruit dans la salle ne s'intensifia pas. Il a baissé. Des chuchotements les ont suivis comme des ombres. Mais Isa n'a pas bronché. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de la salle, car elle avait le dessin glissé dans son sac à main et, plus important encore, l'artiste à ses côtés. Plus tard dans la soirée, sous l'éclairage tamisé de la scène, Isa s'est tenue devant le micro. Derrière elle, un immense écran LED projetait le dessin de Sophie, sans retouche, sans marque, simplement scanné et affiché dans son intégralité. Elle laissa le public le regarder avant de prononcer un seul mot. Puis, elle se pencha vers le micro. « Avant, je croyais que les mots étaient des outils, » dit-elle après une pause. « Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris qu'ils étaient des ponts. » Elle jeta un coup d'œil à Ethan dans la foule. « J'ai passé des années à maîtriser les langages de la négociation de données, mais j'ai ignoré celui qui compte le plus, la connexion. » Elle désigna le dessin. « Ce n'est pas une image marketing, c'est la vérité d'un enfant. » Un silence s'est installé. « Ce soir, je me tiens devant vous non seulement en tant que PDG, mais aussi en tant qu'étudiante, fille d'un concierge, femme qui écrivait autrefois des poèmes dans une langue que je ne comprenais pas jusqu'à présent. » Un léger murmure s'est élevé. « Je ne suis pas ici pour célébrer des chiffres. Je suis ici pour honorer le genre de génie qui ne tient pas dans un CV. » Elle prit une inspiration, puis dit lentement, avec révérence, « La personne qui s'exprime le plus couramment dans cette salle est souvent celle qui choisit le silence. » Le public n'applaudit pas immédiatement. Il resta assis, absorbé par ses paroles. Puis, comme une pluie lente sur une terre sèche, les applaudissements retentirent. Pas bruyants, mais sincères. Après cela, alors que la musique reprenait et que le champagne coulait à flot, Isa se tenait sur le balcon de la salle, regardant l'horizon. Ethan la rejoignit, les mains dans les poches. « Elle aurait aimé ça », dit-il en désignant les étoiles d'un signe de tête. « Ma femme, elle serait fière », répondit Isa Sterling. « Pas de moi, dit-il. De Sophie, fit-il après une pause. Et de toi ?» Elle se retourna, prise au dépourvu. « Moi ? Tu as parlé, dit-il comme quelqu'un qui avait enfin cessé de parler. Elle sourit. « J'ai eu un bon professeur. Je ne t'ai pas enseigné. »« Non, murmura-t-elle. Tu m'as rappelé que les meilleures conversations commencent par l'écoute. » Ethan la regarda. «
Je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as fait confiance. » Elle fit un signe de tête vers le dessin qu'elle tenait dans sa main. « Je ne t'ai pas fait confiance, » dit-elle, « pas au début. Mais quelqu'un a dessiné un pont, et je l'ai traversé. » Il ne dit rien, mais le regard qu'il lui lança était le remerciement le plus éloquent qu'elle ait jamais entendu. La dernière neige de la saison tomba tôt. Elle arriva silencieusement, comme un secret pardonné. La ville au pied de la Sterling Tech Tower se brouilla sous les flocons légers, les lumières brillant sous la dentelle blanche. Dans le placard du concierge, Ethan se tenait debout, tenant une petite boîte en carton, son badge, sa plaque nominative, un cahier usé avec des phrases en géorgien écrites à la main dans les marges, une page pliée d'un poème déchiré sur les bords mais jamais jeté. Il passa sa main sur le dos du cahier et sourit faiblement. Derrière lui, la porte grinça. Sophie jeta un coup d'œil. « C'est l'heure ?» Il acquiesça. Elle entra, traînant son écharpe derrière elle. « Tu veux que je porte quelque chose ?» Il la regarda. Il la regarda vraiment. Elle n'était plus la petite fille qu'il avait portée pour la première fois dans cette tour 3 ans auparavant. Elle avait désormais une prestance, une force tranquille, comme celle que sa mère avait autrefois avant que la maladie n'éteigne sa lumière, sans toutefois altérer sa chaleur. « Non », dit Ethan doucement, « celle-ci, je la porte. » Il ferma la boîte. Mais avant qu'il n'ait pu se retourner, Sophie s'avança et glissa quelque chose à l'intérieur du dessin au crayon. « Il t'appartient maintenant, » dit-elle. « Je l'ai mémorisé. » Ethan acquiesça. C'était ainsi que fonctionnait leur famille. Les mots n'étaient pas gardés pour soi. Ils étaient partagés, puis libérés. En bas, le hall de Sterling Tech bourdonnait, non pas de tension, mais du faible murmure de la transition. L'entreprise était en train de changer, sa mission s'élargissait, sa culture s'adoucissait. Pour la première fois depuis des années, les employés n'avaient plus peur de s'exprimer parce que quelqu'un avait osé, une fois, dire les choses différemment. Ethan sortit de l'ascenseur. Cette fois, pas de seau à serpillière, pas de badge, juste lui et Sophie marchant à ses côtés. Il traversa le sol en marbre et trouva Isa Sterling qui attendait près de l'entrée. Elle se tenait seule, sans assistant, sans téléphone à la main, juste vêtue d'un simple manteau vert et un dossier en cuir sous le bras. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne dit merci, parce que certaines vérités sont plus importantes que la gratitude. « Prêt ?» demanda Isa. Ethan pencha la tête. « À toi de me le dire. » Elle lui tendit le dossier. L'accord révisé de Cole, signé, scellé, et cette fois-ci remise en main propre avec une citation de son poème préféré sur la couverture. Ethan l'ouvrit. Il lut les mots. « La tradition n'est pas le passé que nous protégeons. C'est le langage que nous choisissons de maintenir en vie. » Il leva les yeux. « Tu as bien choisi. » J'ai eu de l'aide. Une pause. Puis E.A. regarda Sophie. « Ça te va si j'emprunte ton père pour une dernière réunion ?» Sophie sourit. « Seulement si tu le ramènes avec des snacks. » Isa sourit. « Non négociable. » À l'étage. La salle du conseil d'administration n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. Les vases en verre stériles et les cadres numériques impersonnels avaient disparu. Sur le mur, il y avait maintenant le dessin de Sophie, encadré, éclairé, fier, un concierge, une fille, une femme, un pont de mots. La pièce avait changé. Les personnes qui s'y trouvaient aussi. Isa fit entrer Ethan. 2 chaises, sans longue table entre elles. Aucune barrière. Elle lui fit signe de s'asseoir. « J'ai convoqué cette réunion, » commença-t-elle, « parce que nous sommes arrivés à la fin d'une histoire et que j'aimerais en commencer une autre. » Ethan attendit. Isa posa un nouveau contrat sur la table. Pas pour de la traduction, ni pour des services de conciergerie, mais pour un poste de directeur de la communication interculturelle et de la stratégie linguistique éthique. « Vous faites ce travail gratuitement, » dit-elle. « Je pense qu'il est temps que vous soyez rémunéré. » Ethan cligna des yeux, puis expira l'air qu'il retenait depuis des années. « Je ne suis pas un homme d'affaires, » dit-il. « Moi non plus, » répondit Isa Sterling. Une autre pause. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il. Elle sourit. Un concierge a répondu à un appel téléphonique qui ne lui était pas destiné. Ethan fixa le contrat. Puis il la regarda et demanda doucement « Je peux y réfléchir ?»« Tu ferais bien, » dit Isa en se levant. « Nous ne recrutons pas des génies. Nous recrutons des âmes, et cela prend plus de temps à accepter. » Alors qu'il se levait pour partir, Eisela ajouta presque comme une réflexion après coup « Oh, il y a autre chose à la fin. » Il tourna la dernière page. Ce n'était pas une clause en petits caractères, c'était une note en l'honneur d'Héloïse Cole, la femme qui nous a appris que le silence peut être un langage sacré. Sa gorge se serra. Elle le vit et n'insista pas. Certaines reconnaissances n'ont pas besoin d'applaudissements. Ce soir-là, Ethan se tenait dans la cuisine de leur petit appartement. Sophie était assise au comptoir,
mâchant un toast et fredonnant doucement. Il la regarda. « Elle te manque aujourd'hui ?» Sophie ne leva pas les yeux. « Tous les jours. Moi aussi. » Un instant. Puis elle demanda. « Tu as dit oui ?» « Pas encore. » Sophie pencha la tête. « Pourquoi ?» Il sourit. « Parce que je ne suis pas sûr d'être prêt. » Elle lui lança un regard que seules les filles peuvent en lancer. « Tu es prêt depuis la première fois où tu m'as appris à dire merci en cette langue. » Il rit. « Ce n'est pas être prêt. C'est survivre. »« Non, » dit-elle en se levant et en marchant vers lui. « C'est de l'amour. Et tu l'exprimes mieux que quiconque. » Il passa son bras autour d'elle, et dans cette cuisine silencieuse, quelque chose se mit en place. Pas une fin, mais une pause entre deux strophes, le genre qui maintient tout ensemble. Un mois plus tard, dans une petite salle de classe, la lumière se déversait à travers de hautes fenêtres. Des rangées de chaises n'étaient pas occupées par des étudiants, mais par des cadres, des stagiaires, des membres du conseil d'administration, et à l'avant, il y avait un tableau noir. Ethan se tenait devant, un morceau de craie blanche à la main. Il écrivit un mot en géorgien, puis son équivalent anglais. « Écoutez, Mosa, Mos, Mena ». Il se tourna vers la salle. « Dans toutes les langues, il existe des mots pour désigner l'acte d'entendre, dit-il. Mais seules quelques-unes ont des mots spécifiques pour désigner l'acte d'écouter sans juger. » Il regarda l'assemblée et aperçut Isa debout au fond de la salle. Pas de bloc-notes, pas d'emploi du temps, juste en train d'observer, continua-t-il. La langue n'est pas un outil, c'est un miroir. Elle reflète ce que nous pensons des autres et de nous-mêmes si nous l'utilisons uniquement pour convaincre ou pour gagner. Nous perdons quelque chose de bien plus précieux. Une main se leva. L'un des nouveaux stagiaires. Comment apprendre à mieux écouter ? Ethan sourit. Commencez par votre silence. Rendez-le plus bienveillant. Dehors, Sophie attendait près du banc. Le même où son père avait autrefois répondu à un téléphone qu'il n'était pas censé toucher. Elle leva les yeux vers le ciel. Les flocons de neige dansaient doucement dans la lumière du soleil. Elle tenait un nouveau cahier sur ses genoux. Sur la première page, elle avait écrit de sa main. Les mots ne servent pas à exercer un pouvoir. Ils servent à être présents. Et c'est la présence qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle leva les yeux juste au moment où Ethan sortait dans la lumière. « Salut, professeur », le taquina-t-elle. Il sourit. « Ne commence pas. » Ils marchèrent côte à côte. Pas de balai, pas de badge, juste un père et sa fille. Deux locuteurs d'une langue plus profonde que la grammaire. Et quelque part dans la ville, un autre téléphone sonna. Mais cette fois, ce n'était pas un appel de crise. C'était une invitation à recommencer ensemble. Parfois, les histoires les plus extraordinaires commencent par les gestes les plus simples. Un mot prononcé avec gentillesse, un silence gardé avec soin, un pont construit entre deux cœurs qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. L'histoire d'Ethan nous rappelle que la langue n'est pas seulement quelque chose que nous parlons, c'est quelque chose que nous vivons. Elle est dans chaque regard qui dit « je te vois », chaque geste qui murmure « tu n'es pas seul ». Peut-être avez-vous été témoin d'un moment similaire dans votre propre vie, un moment où l'empathie a tout changé, où la compréhension silencieuse de quelqu'un a parlé plus fort que les mots. Nous aimerions connaître votre histoire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la gentillesse ou la patience est devenue le pont dont vous ne saviez pas avoir besoin? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait bien être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir. Et avant de partir, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimons voir notre famille de conteurs du monde entier se réunir dans cet espace.